haute. Et le monde entier s'en rendait compte. Adrian était affalé sur un canapé en cuir dans le salon de son Penthouse, sirotant un verre de scotch. C'était le début de soirée, et Carmen était occupée à faire défiler les réseaux sociaux sur son téléphone, se plaignant du nouveau contrat de sponsoring d'une influenceuse. Adrian ne lui prêtait qu'une oreille distraite. Son attention dérivait jusqu'à ce que Carmen s'exclame soudain, « Oh mon Dieu! Regarde ça! Regarde qui est apparu dans mon fil !» Adrian se pencha, et la voilà, la vidéo virale de Léa dans l'ascenseur. La vue de son ex-femme, si calme, si confiante, le surprit. Le texte à l'écran disait, « Qui a dit qu'un divorce ne pouvait pas être une métamorphose ?» Il fronça les sourcils, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?» murmura-t-il pour lui-même. Carmen ricana, appuyant sur play. Ils regardèrent Léa entrer dans l'ascenseur, les épaules droites, dégageant une aura d'assurance qu'aucun d'eux ne lui avait associée auparavant. « Elle s'est fait une nouvelle coupe de cheveux aussi, nota sarcastiquement Carmen. Mignon. La mâchoire d'Adrian se crispa. Elle se pavane dans ce tailleur comme si elle était une ponte. Carmen tapota les commentaires, dont beaucoup louaient la transformation de Léa. Apparemment, elle lance une entreprise. Une sorte d'agence de conseil. Je ne savais pas qu'elle en était capable. Adrian reposa son verre un peu trop brutalement, faisant déborder le liquide. Il sentit une bouffée d'irritation. Et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Peut-être une pointe de regret? Non, ce n'était pas possible. Il se rassura en se disant que Léa ne faisait que se donner en spectacle, surfant sur la vague de l'engouement des réseaux sociaux. Elle échouerait sûrement une fois la lune de miel passée. Elle ne tiendra pas, dit-il, presque pour lui-même. Elle n'a jamais eu le cran de réussir en grand. Carmen haussa les épaules, un rire dédaigneux s'échappant de ses lèvres. Ouais, eh bien, bonne chance à elle. Elle finira par se planter. Les gens adorent les histoires de succès éphémères. Adrian essaya d'ignorer le nœud qui se formait dans son estomac. Il s'était dit que Léa était mieux partie, qu'elle était insignifiante dans sa vie. Mais cela n'empêchait pas la lueur de malaise. Il se jura silencieusement de garder un œil sur ses progrès. Et il n'était pas sûr si c'était par curiosité mesquine ou par une pointe de culpabilité. Alors que Carmen s'éloignait pour mettre à jour son statut, Adrian attrapa son téléphone, revoyant le clip une fois de plus. La femme dans la vidéo ressemblait peu à la Léa silencieuse et soumise qu'il avait l'habitude de dominer. Il ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt sur ce sentiment, mais cela le rongea longtemps après la fin de la vidéo. L'ascension de Léa était sur le point de s'accélérer. Une semaine après que la vidéo de l'ascenseur soit devenue virale, elle reçut un appel d'une start-up technologique locale ayant besoin de conseils en images de marque. Ils avaient un produit prometteur, un tracker de santé portable aux fonctionnalités de pointe, mais peinaient à se différencier sur un marché encombré. Léa rencontra les fondateurs dans la salle de conférence de M. Harwood. C'étaient deux jeunes ingénieurs, débordant d'idées mais manquant du vernis nécessaire pour une présentation commerciale convaincante. Elle écouta attentivement pendant qu'ils expliquaient les caractéristiques uniques de leurs produits, puis offrit sa perspective sur la manière de créer une histoire de marque qui trouverait un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Harwood observait tranquillement, hochant occasionnellement la tête en signe d'accord ou griffonnant une note. Après que Léa eut terminé sa présentation sur la stratégie proposée, avec des angles marketing, des campagnes sur les réseaux sociaux et des partenariats potentiels avec des influenceurs, les deux ingénieurs échangèrent des regards. C'est exactement ce dont nous avions besoin, dit le premier fondateur, l'excitation brillant dans ses yeux. Quand pouvons-nous commencer? Léa sentit une montée d'adrénaline. Elle jeta un coup d'œil à M. Harwood, qui lui fit un subtil signe d'approbation. Nous pouvons commencer dès que le contrat sera finalisé, répondit-elle, essayant de garder un air professionnel malgré sa jubilation intérieure. Le contrat qu'ils offraient était de 50 000 $, une étape majeure pour la jeune société de conseil de Léa. Elle tenta de garder son sang-froid pendant la réunion, mais dès que les documents furent signés, elle s'excusa pour aller dans le couloir, où elle laissa échapper un cri de joie silencieux. M. Harwood la suivit, gloussant devant sa réaction. « Tu l'as bien mérité », dit-il en posant une main rassurante sur son épaule. « Ils te font confiance pour les mener au succès. Ne les déçois pas, le cœur de Léa s'emballa. Je ne le ferai pas. Je le promets. » Ce soir-là,
elle s'offrit un dîner de célébration avec Naomi dans un restaurant chic. Au milieu du tintement des verres et du bourdonnement des conversations distinguées, Léa raconta chaque détail, du moment où les fondateurs étaient entrés jusqu'à la poignée de main finale. Naomi leva sa flûte de champagne pour porter un toast. À Léa Reynolds. Des larmes dans un tribunal à la conclusion d'affaires de 50 000 $ en un temps record. Si ça, ce n'est pas un phénix qui renaît de ses cendres, je ne sais pas ce que c'est. Elles trinquèrent, et Léa ressentit une bouffée de gratitude. Elle avait parcouru un si long chemin, et elle n'était pas seule. Elle avait Naomi, Monsieur Harwood, et une liste croissante de clients qui croyaient en elle. Pour la première fois depuis des années, elle croyait aussi en elle-même. Un mois plus tard, Léa se retrouva à un gala de réseautage de haut niveau organisé par une société de capital risque. L'invitation venait de Monsieur Harwood, qui insistait sur le fait que c'était une excellente occasion pour elle de côtoyer des investisseurs potentiels et de futurs clients. Elle portait une élégante robe de cocktail noire, ses cheveux coiffés en ondulations souples. L'ancienne Léa se serait sentie déplacée, mais la nouvelle Léa entra dans la grande salle de bal la tête haute. Des lustres en cristal baignaient la pièce d'une lumière chaude et dorée. L'air bourdonnait de conversation, de rire et du léger tintement d'une musique de piano provenant d'une scène dans un coin. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de canapés et de vin pétillant. Léa resta d'abord près de Monsieur Harwood, discutant poliment avec divers entrepreneurs qu'il lui présentait. C'est alors qu'elle remarqua un homme grand et remarquable se frayant un chemin à travers la foule. Ses cheveux étaient soigneusement coupés, son costume sombre impeccablement taillé. Il se déplaçait avec une confiance calme qui faisait tourner les têtes. Monsieur Harwood l'aperçut également et lui fit signe de s'approcher. « Léa, voici Kai Nakamura, » dit Monsieur Harwood en souriant. « C'est un magnate de la technologie autodidacte. »« Kai, voici Léa Reynolds, l'une des consultantes les plus prometteuses que j'ai rencontrées depuis des années. » Kai tendit la main, et Léa sentit un picotement inattendu lorsque leurs regards se croisèrent. « Enchanté de vous rencontrer, » dit-il, sa voix douce comme de la soie. « Monsieur Harwood ne distribue pas les compliments à la légère, vous devez donc être assez impressionnante. » Léa sentit ses joues s'empourprer. « Je suis honorée, » répondit-elle, bien que j'ai toujours l'impression de ne faire que commencer. M. Harwood s'excusa pour saluer un autre invité, laissant Léa et Kai discuter en tête-à-tête. Ils trouvèrent un coin tranquille près de l'escalier en marbre, parlant de leur parcours, de leur passion et de la manière dont chacun avait bâti sa carrière à partir de rien. Kai avait développé plusieurs applications à succès, vendant finalement l'une d'elles pour des millions. Maintenant, il investissait dans de nouvelles entreprises. Léa le trouva facile à aborder, sans prétention malgré son succès. Leur conversation s'écoula naturellement, ponctuée de rires doux et de moments de réelle connexion. « Vous avez du cran », observa Kai, admirant la façon dont Léa décrivait son parcours. « C'est rare, surtout de nos jours. » Elle sourit, une étincelle dans les yeux. « J'ai dû l'apprendre à la dure, » dit-elle en pensant à Adrian et à tout ce qu'elle avait traversé. À la fin de la soirée, Kai lui tendit sa carte de visite. « J'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation, » dit-il, une sincérité chaleureuse dans son regard. « Peut-être discuter des moyens de collaborer, ou simplement, continuer à parler. » Léa accepta la carte, sentant un léger flottement dans son estomac. En la glissant dans sa pochette, elle s'autorisa un instant à apprécier le tournant qu'avait pris sa vie. D'une femme brisée dans un tribunal à se tenir ici, en lien avec un homme qui semblait véritablement intéressé par son intellect et son ambition, c'était bien loin du monde qu'elle avait connu autrefois. En sortant du gala, Léa ressentit un nouveau type d'excitation. Elle forgeait déjà son propre empire, mais peut-être, juste peut-être, y avait-il de la place pour autre chose que les affaires dans sa vie. L'avenir lui semblait grand ouvert, et elle était prête pour tout ce qui allait suivre. Le clip de Léa quittant son ancien travail avait engendré non seulement une célébrité virale, mais aussi une vague de demandes d'interviews. Au début, elle participa à quelques podcasts locaux et émissions en ligne. Mais un jour, elle reçut une invitation qui la laissa pantoise. Un grand podcast mondial appelé The Comeback Circle la voulait comme invitée. The Comeback Circle était réputé pour présenter des histoires puissantes de personnes ayant triomphé de l'adversité. Des athlètes ayant surmonté des blessures, des entrepreneurs s'étant relevés d'une faillite, et des gens ordinaires ayant refusé d'abandonner. Léa se sentit à la fois ravie et terrifiée. Était-elle vraiment prête à partager son histoire de divorce et de transformation avec des millions d'auditeurs ?
Elle décida de le faire. Le jour de l'interview, elle arriva au studio de podcast vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon ajusté. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval élégante. Des papillons dansaient dans son estomac. La productrice l'accueillit chaleureusement, lui installa un micro et la conduisit à une cabine d'enregistrement confortable et insonorisée. En face d'elle était assise l'animatrice, une femme charismatique nommée Allegra Banton, célèbre pour son style d'interview empathique. « Bienvenue, Léa Reynolds », dit Allegra, sa voix douce alors que le podcast commençait à enregistrer. Vous faites des vagues dans le monde des affaires, et sur les réseaux sociaux. Commençons par le début. Qu'est-ce qui a alimenté ce « glow-up » dont raffole Internet? Léa prit une profonde inspiration, se calmant. Elle parla franchement de son mariage avec Adrian, de la façon dont elle avait perdu son identité en essayant de lui plaire, et du chagrin de réaliser que le divorce était son seul chemin vers la liberté. Elle raconta combien il avait été humiliant de le voir étaler publiquement sa nouvelle relation, comment elle avait brûlé leurs photos de mariage, et comment une rencontre fortuite avec Monsieur Harwood lui avait ouvert de nouvelles portes. Allegra écouta attentivement, posant occasionnellement des questions de suivi. Tant de gens restent bloqués après un divorce, nota-t-elle. Mais vous l'avez utilisé comme un tremplin. Vous avez fondé le projet Phoenix, vous signez des contrats incroyables, et vous êtes devenu un symbole de réinvention. Comment avez-vous trouvé cette force intérieure? Léa réfléchit un instant. J'ai réalisé que tout ce qu'Adrian critiquait en moi, ma douceur, ma naïveté pouvaient en fait être des atouts si utilisés correctement. Mon empathie m'aide à créer des liens avec les clients. Ma volonté d'apprendre est la raison pour laquelle les gens me font confiance pour les guider à travers les défis. Une fois que j'ai reconnu cela, j'ai cessé de voir ces paroles comme la vérité. L'interview d'une heure passa rapidement. Elles abordèrent sa vidéo virale de l'ascenseur, son nouveau sens du style, et même ses rencontres fortuites avec des investisseurs potentiels comme Kai Nakamura. Avant de conclure, Allegra posa une dernière question. Si vous pouviez dire une chose aux personnes qui traversent une période sombre en ce moment, qui luttent contre une rupture difficile ou se sentent piégées, quelle serait-elle? Les yeux de Léa brillèrent. Elle se pencha en avant, parlant directement dans le microphone comme si elle s'adressait à un ami cher. Vous n'êtes pas brisé, dit-elle doucement. Vous êtes en devenir. Chaque revers, chaque chagrin d'amour, considérez-le comme l'élagage qui vous aide à devenir plus fort. Ça fait mal, mais ce n'est pas la fin. Ce peut être le début de quelque chose de beau si vous le permettez. Lorsque l'interview se termina, Allegra la remercia, et la productrice raccompagna Léa. En quelques heures, l'épisode fut mis en ligne. L'accueil fut écrasant. Des dizaines de milliers de commentaires affluèrent, louant son authenticité. Des emails inondèrent la boîte de réception de sa société de conseil, beaucoup provenant de petites entreprises souhaitant son aide, et de particuliers disant qu'elle les avait inspirés à croire à nouveau en eux. Léa lut chaque message les larmes aux yeux, réalisant qu'elle n'était plus seulement quelqu'un dirigeant une entreprise. Elle devenait une voix pour la résilience, un témoignage vivant que renaître de ses cendres n'était pas seulement un mythe, cela pouvait être réel, tangible et changer la vie. Tandis que l'étoile de Léa continuait de monter, Carmen se retrouva à sombrer dans la frustration. Chaque fois qu'elle ouvrait les réseaux sociaux, elle voyait des publications louant le succès de Léa. Les mêmes plateformes où Carmen affichait autrefois sa relation avec Adrian étaient maintenant inondées d'éloges pour la femme qu'elle avait moquée. Adrian n'aidait pas non plus. Il était collé à son téléphone, suivant secrètement les nouveaux contrats et les apparitions publiques de Léa, prétendant n'être que vaguement curieux. Carmen remarqua le regard d'Adrian chaque fois que le nom de Léa apparaissait sur son fil d'actualité ou quelque chose entre l'envie et le regret, un désir qui retournait l'estomac de Carmen. Un soir, ils assistaient à un événement chic en ville, un gala de charité où Adrian devait faire un don important. Carmen portait une robe de soirée scintillante qui faisait tourner les têtes, mais Adrian semblait distant. Il passa la moitié de la nuit à discuter avec de vieilles connaissances de la récente interview de Léa, tandis que Carmen restait en marge, fulminant. Finalement, elle le coinça près du bar. « Tu ne peux pas continuer à être obsédé par Léa, siffla-t-elle, les yeux brillants. C'est ridicule. Si elle est si extraordinaire, pourquoi as-tu divorcé d'elle en premier lieu? Adrian se raidit, une lueur de culpabilité traversant ses traits. Ne sois pas absurde, Carmen. Je ne suis pas obsédé. Je suis simplement curieux de savoir comment elle parvient à attirer autant d'attention. Carmen leva les yeux au ciel.
Tu es collé à ton téléphone, lisant chaque mise à jour. Pendant ce temps, je pourrais aussi bien ne pas exister. Il ignora la pique, prenant une gorgée de sa boisson. Peut-être que si tu te concentrais sur des choses plus importantes au lieu de rivaliser avec elle, tu comprendrais que son succès pourrait être de courte durée. Elle finira par trébucher. Carmen laissa échapper un rire sec. Et si elle ne le fait pas? Et si elle continue de monter, et que nous sommes coincés à la regarder depuis la touche? Adrian la foudroya du regard, mais ne dit rien. Cela ne fit qu'attiser la colère de Carmen. Elle sortit en trombe, ses talons aiguilles claquant bruyamment sur le sol en marbre. Dehors, un vent glacial lui fouetta les cheveux alors qu'elle sortait sur la terrasse pour rassembler ses esprits. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que Léa, qu'elle considérait autrefois comme inférieure, lui faisait de l'ombre de toutes les manières possibles. D'une main tremblante, Carmen sortit son téléphone. Elle fit défiler les mises à jour de Léa sur les réseaux sociaux, grimaçant à chaque témoignage élogieux. Elle détestait l'admettre, mais une partie d'elle se sentait menacée. Léa était plus que l'ex-femme d'Adrian, elle devenait une force, et Carmen n'aimait pas être la seconde aux yeux de qui que ce soit, surtout ceux d'Adrian. À l'intérieur de la salle de bal, Adrian fixait son verre, une tempête d'émotions brassant dans son esprit. Fierté, jalousie, peut-être même une vieille lueur d'affection pour la femme qu'il avait autrefois contrôlée. Il ne l'admettrait jamais, mais Léa lui donnait tort à chaque tournant, et cette prise de conscience le blessait plus profondément qu'il ne voulait le montrer. Quelques semaines plus tard, Léa reçut un message surprenant d'Adrian, « J'aimerais te voir, juste pour parler. » Dîner aux maisons. 19h, dis-moi si ça t'intéresse. Au début, Léa fut tentée de l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Allait-il s'excuser, la supplier de se réconcilier, jubiler à propos de quelque chose? Elle décida qu'elle voulait tourner la page, lui montrer face à face qu'elle n'était plus la femme qu'il avait autrefois rabaissée. Elle arriva aux maisons, un luxueux restaurant français, vêtu d'une robe bleu marine moulante. En entrant, elle sentit l'ambiance feutrée des chandelles l'envelopper. Un maître d'hôtel la guida vers une banquette d'angle privé où Adrian était assis, sirotant un verre de vin. Il se leva à son approche, l'air légèrement nerveux. Léa ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle l'avait vu si peu sûr de lui. Il lui fit signe de s'asseoir, mais elle resta debout jusqu'à ce qu'il prenne enfin sa propre place. « Comment vas-tu, Léa » demanda-t-il, étudiant attentivement son expression. Elle joignit les mains sur ses genoux, soutenant son regard sans ciller. « Je vais bien. Occupé. Et toi » Adrian s'éclaircit la gorge. « J'ai suivi tes progrès, » admit-il. « Tu es partout. C'est impressionnant. » Léa haussa un sourcil. « Merci. C'est pour ça que tu m'as invité ici ?» Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est juste que, soyons honnêtes, les choses se sont mal terminées entre nous. J'ai dit des choses que je n'aurais probablement pas dû dire. Je ne rejette pas toute la faute sur Carmen, mais j'ai peut-être été emporté par le feu de l'action. J'aimerais m'excuser. » Léa ressentit une pointe de sympathie, mais aussi une bouffée de fierté de ne pas retomber dans ses anciennes insécurités. « Continue, dit-elle, le ton mesuré. » Il se pencha en avant, croisant les bras sur la table. « Tu mérites mieux. Tu l'as toujours mérité. J'étais trop contrôlant, trop concentré sur ma propre image. Et je réalise maintenant que j'ai peut-être laissé filer quelque chose de bien. » Léa l'étudia silencieusement. Elle sentit la sincérité dans sa voix, mais aussi une note de regret qui sonnait creux. Un serveur s'approcha avec les menus, mais Adrian lui fit signe de s'éloigner. « Je suppose que je demande, » dit doucement Adrian. « S'il y a une chance que nous... » Léa l'arrêta, levant la main. « Adrian. Non. Ça ne m'intéresse pas de revenir en arrière. Tu as eu ta chance, et tu as choisi de me laisser t'aider. Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et apprécier alors que nous plongeons dans l'histoire. L'histoire, astérisque astérisque un éclair déchira le ciel gris, illuminant l'averse qui secouait les fenêtres. Amira se tenait dans le salon, les bras enroulés autour de son torse tremblant, comme pour essayer de ne pas s'effondrer.
L'unique plafonnier projetait des ombres dures sur les valises à moitié faites près de la porte. La pluie martelait le toit, au rythme des battements effrénés de son cœur. Elle regardait Jess, son petit ami depuis 3 ans, qui était déjà à moitié sorti. Son visage, autrefois si chaleureux et rassurant, était maintenant un masque de froide détermination. Quelques instants auparavant, ils s'étaient disputés, mais cette fois, c'était différent. Il avait l'air excédé, comme s'il ne pouvait plus supporter une minute de plus en sa présence. « Je ne reste pas dans cette situation toxique », cracha-t-il en passant une main dans ses cheveux humides. C'était censé être leur soirée d'anniversaire. Ils avaient prévu un dîner chic, peut-être même une demande en mariage, du moins c'est ce qu'Amira espérait. Au lieu de cela, tout s'était effondré. Les factures s'étaient accumulées, les disputes étaient devenues routinières et l'affection avait été remplacée par le ressentiment. Ce soir, c'était le point de rupture. « Je t'ai tout donné », murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle essaya d'avaler la boule qu'elle avait dans la gorge. « Pourquoi fais-tu ça maintenant ?» Ses yeux croisèrent ses joues striées de larmes. « Parce que tu me freines, dit-il, chaque mot plus coupant que le précédent. Tu ne survivras jamais sans moi, tu sais. » Son expression était presque triomphante, comme si la quitter était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il attrapa son sac de sport, l'eau de sa veste dégoulinant sur le sol. Il sortit dans la tempête sans un regard en arrière. La porte claqua derrière lui, le bruit résonnant dans l'appartement silencieux. Un instant, tout ce qu'Amira pouvait entendre était le sifflement dans ses oreilles et les battements dans sa poitrine. Un autre éclair illumina l'espace où il se tenait autrefois. Amira tomba à genoux dans le couloir sombre, les larmes coulant à flots, son monde brisé en l'espace d'une seule nuit. Elle avait déjà entendu des couples se disputer. Elle avait entendu parler de ruptures difficiles. Elle n'aurait jamais imaginé que les derniers mots de quelqu'un qu'elle aimait seraient empreints de cruauté. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tapis moelleux alors qu'elle luttait pour respirer. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit. Chaque rafale de vent de la tempête semblait se moquer d'elle. Sifflant à travers la fente sous la porte, elle le sentit au plus profond de son âme, quelque chose de vital était parti avec lui, claquant la porte non seulement sur leur relation, mais aussi sur son espoir. Cette nuit-là, le cœur d'Amira se fractura. Une partie d'elle croyait qu'il avait raison, qu'elle ne survivrait pas sans lui. Après tout, elle n'avait pas d'économie, un soutien minime et un cœur qui venait d'être piétiné. Elle resta allongée sur le sol, les gouttes de pluie battant une marche funèbre sur les fenêtres, et murmura, « Et maintenant ?» 2 mois plus tard, la tempête extérieure était passée depuis longtemps, mais la tempête intérieure d'Amira s'était à peine calmée. Elle avait réussi à prendre des services supplémentaires dans un café local pour joindre les deux bouts. Chaque jour, elle se traînait au travail avec les yeux gonflés et un sourire forcé. Les nuits étaient passées à revivre la rupture, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Les néons du café bourdonnaient au-dessus de sa tête un après-midi alors qu'elle préparait un latte pour un client. Son téléphone, posé sur le comptoir, se mit à vibrer sans cesse. Un message après l'autre apparaissait dans ses discussions de groupe. « Tu as vu l'annonce de Jess ? Il est fiancé. » Amira faillit brûler le lait qu'elle faisait mousser. Son cœur heurta sa cage thoracique. Les mains tremblantes, elle termina le latte, le glissa au client qui attendait, et vérifia enfin son téléphone. Juste là, sur les réseaux sociaux, il y avait une publication tape à accent grave l'œil. Jess portant un costume sur mesure, debout à côté de Maya Stone, une héritière d'un empire de la mode haut de gamme. Ils avaient l'air radieux, posant devant un yacht, la bague au doigt de Maya brillant sous le soleil. Elle regarda les images, incrédule. Cela ne faisait que 8 semaines que Jess avait franchi sa porte, promettant qu'elle ne survivrait jamais sans lui. Maintenant, il menait la grande vie avec une riche fiancée, affichant son nouveau statut. Son estomac se noua. C'était comme être poignardé à plusieurs reprises dans la même blessure émotionnelle. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Depuis combien de temps voyait-il Maya? M'a-t-il trompé? Était-ce un mensonge depuis le début? Elle se demanda si toute leur relation n'avait été qu'un tremplin pour que Jess gravisse l'échelle sociale. Les contours de sa vision se brouillèrent alors qu'elle luttait pour ne pas s'effondrer là, derrière la machine à expresso. Lucie, sa collègue, remarqua sa détresse et la conduisit doucement dans l'arrière-salle. « Amira, assieds-toi » murmura Lucie en lui tendant une bouteille d'eau fraîche. « Respire. » Les murs de la petite réserve semblaient se refermer sur elle.
Amira retint ses larmes. Il vient juste il a annoncé ses fiançailles. C'est partout sur les réseaux sociaux. Sa voix tremblait, les larmes menaçant de couler. Elle s'essuya les joues du revers de la main. La frustration se mêlait au chagrin. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. Je suis tellement désolé. Peut-être que c'est mieux ainsi. Il ne te méritait clairement pas, mais ces mots, destinés à la réconforter, ne firent que rappeler à Amira le vide en elle. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était la facilité avec laquelle il l'avait remplacée. Cette nuit-là, alors qu'elle se tournait et se retournait dans son studio exigu, elle ne pouvait s'empêcher de revoir les images dans son esprit. Le yacht d'1 million de dollars, le sourire d'1 million de dollars de Maya, la fierté suffisante de Jess. Chaque photo semblait être une dague qui s'enfonçait plus profondément. Si son cœur s'était fissuré la nuit où il était parti, il se fragmentait maintenant en morceaux méconnaissables. Elle ne s'était jamais sentie aussi trahie, aussi totalement sans valeur. Elle ne savait pas encore que l'univers était sur le point de lui lancer une balle courbe si inattendue qu'elle redéfinirait toute son existence. Quelques jours après que les fiançailles de Jess eurent fait le tour, les répercussions dans la vie d'Amira s'étendirent de la pire des manières. Le café où elle travaillait décida de réduire ses effectifs, et les travailleurs temporaires furent les premiers à être licenciés. Elle se retrouva sans emploi en un clin d'œil. Avec des économies minimes et un loyer imminent, elle se démena pour trouver un nouvel emploi, mais le marché était difficile. Les amis auxquels elle se confiait autrefois semblèrent disparaître. Certains offrirent des mots de sympathie creux. D'autres, plus proches du cercle de Jess, disparurent complètement, choisissant de rester neutre ou de prendre carrément son parti. Le bilan émotionnel du chagrin d'amour, du chômage et de l'isolement social lui donnait l'impression de nager à contre-courant dans une mer déchaînée. Tard un soir, elle se traîna dans son appartement, allumant l'unique lampe qui éclairait son minuscule salon. Le reflet dans la fenêtre montrait des cernes sombres sous ses yeux, le résultat de nuits blanches. Chaque partie d'elle souffrait, son cœur, son esprit et son corps. Elle se dirigea vers sa cuisine exiguë, cherchant quelque chose, n'importe quoi, à manger. Son garde-manger était presque vide. Un unique paquet de ramen se moquait d'elle, lui rappelant à quelle vitesse la vie avait dégringolé. Une vague de désespoir la submergea, d'une intensité si sévère que ses genoux fléchirent. S'agrippant au comptoir, elle ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. Les nuits où Jess la taquinait sur sa cuisine, ou les cafés du matin qu'ils partageaient. L'avenir qu'ils avaient autrefois planifié n'existait plus. La cuisine semblait plus froide, hantée par les fantômes de ce qui aurait pu être. Un vertige soudain la saisit. La pièce se mit à tourner. Elle essaya de se stabiliser, mais le monde s'estompa dans le noir. Quand elle reprit connaissance, elle était sur le sol, la tête lancinante à cause de l'impact. La pluie battait aux fenêtres à l'extérieur, une autre tempête, presque un écho sinistre du jour où il était parti. Elle réalisa qu'elle s'était effondrée d'épuisement pur et de manque de nourriture. Frissonnante, elle réussit à ramper jusqu'au canapé, tirant une fine couverture sur elle. La peur la rongeait. Elle était totalement seule, avec à peine quelques ressources sur lesquelles compter. Alors qu'elle fixait le plafond, les larmes coulant sur ses joues, elle murmura une supplique à l'univers. Je ne sais pas comment faire ça. Son téléphone, posé sur la table basse, sonna soudainement. C'était un message d'un numéro inconnu. Salut, c'est Dr Willows. Pouvez-vous venir demain pour un rapide suivi de votre dernier test? Elle essuya ses larmes, confuse. Un mois auparavant, elle avait consulté une clinique après avoir ressenti une fatigue inhabituelle et des vertiges. Elle n'avait jamais fait de suivi en raison de sa vie trépidante qui s'effondrait autour d'elle. Maintenant, le médecin voulait la voir. Une vague d'anxiété agita son estomac. Un autre problème médical? Plus de dépenses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pourtant, le SMS ressemblait à une bouée de sauvetage, bien que terrifiante. Elle devait savoir ce qui n'allait pas. Elle ne se doutait guère que l'univers était sur le point de bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie. Le lendemain matin, Amira se retrouva dans une salle d'examen d'un blanc austère, perchée sur le bord d'une chaise recouverte de papier. Le bourdonnement des néons au-dessus de sa tête et l'odeur antiseptique exacerbaient sa nervosité. Dr Willows, une femme à l'allure douce d'une cinquantaine d'années, entra, son expression aimable mais sérieuse. Amira, commença doucement Dr Willows en fermant la porte derrière elle. Nous avons reçu vos analyses de sang.
vous êtes enceinte. Le cœur d'Amira s'emballa. Son regard parcourut les vagues affiches sur le mur. Des diagrammes d'un fœtus à différents stades. Elle laissa échapper un rire tremblant, certaine d'avoir mal entendu. C'est impossible. Jess est partie il y a 2 mois. Dr Willows offrit un doux sourire. Les grossesses peuvent parfois passer inaperçues pendant plusieurs semaines. Le test sanguin est concluant. Vous en êtes à environ 8 semaines. Son esprit tourbillonnait. Enceinte? Après tout ça? Elle ressentit un étrange cocktail de panique, d'émerveillement et d'incrédulité. Oui, c'est inattendu, réussit-elle enfin à dire, la gorge sèche. Il y a plus, dit le médecin, son ton devenant plus lourd de sens. Nous avons fait une échographie, et, vous portez des triplés. Des triplés? Des triplés? Le mot sortit dans un murmure haletant. Il sonnait étranger dans sa bouche. Trop énorme à saisir. Des flashs du visage narquois de Jess refirent surface. Tu ne survivras jamais sans moi. Le destin venait-il de lui lancer le plus grand défi possible? Pourtant, d'une manière étrange, une vague de chaleur se répandit en elle. La vie se formait en elle. 3 vies. Une larme coula sur sa joue, cette fois pas entièrement de tristesse. Peut-être était-ce la façon dont le destin lui donnait une seconde chance, une opportunité de créer une nouvelle famille, même si Jess n'était plus dans le tableau. Dr Willows lui tendit doucement une série de photos d'échographie. 3 petites étincelles de vie, comme 3 petites lumières dans un tunnel autrement sombre. Il semble en bonne santé, mais porter des multiples est toujours plus risqué, prévint le médecin. Nous aurons besoin de contrôles réguliers. Amira fixait les images, les yeux embués. Mais bébé, pensa-t-elle. Même si la peur l'étreignait aux peurs de l'avenir, des finances, de la maternité célibataire où elle sentit un indéniable élan d'amour surgir en elle. Son chagrin d'amour persistait, mais c'était comme si ces nouvelles vies l'avaient mise sur un nouveau chemin. Plus tard dans la journée, elle erra dans les rues animées de la ville, hébétée. Chaque rugissement de voiture qui passait, chaque sirène lointaine, s'estompait en bruit de fond. Elle ne pouvait s'empêcher de toucher son ventre, imaginant le jour où elle tiendrait ces 3 petits miracles dans ses bras. Elle n'avait pas de plan, pas de travail, pas de partenaire, et pourtant une lueur d'espoir illuminait son âme. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, elle murmura aux photos d'échographie à la faible lueur d'une lampe de chevet, « Je ne sais pas comment, mais je vais vous protéger. Je le promets. » Et pour la première fois depuis que Jess était partie, elle sentit le plus faible frémissement de foi en elle-même. La nouvelle de la grossesse d'Amira était un fardeau qu'elle seule devait porter. Elle ne se confia à personne d'autre qu'à son obstétricien, en partie par prudence, en partie par peur. Les réseaux sociaux étaient toujours en effervescence avec le style de vie glamour de Jess et Maya, elle ne voulait rien avoir à faire avec ce drame. La ville semblait suffocante, chaque coin ravivant des souvenirs de lui. Chaque fois qu'elle passait devant une boutique qu'il fréquentait autrefois, un lieu de brunch préféré, ou le petit parc où ils avaient partagé des rêves d'avenir murmurés, son cœur se serrait. Une nuit, alors qu'elle parcourait les publications interminables de la nouvelle vie de Jess, une pensée claire se cristallisa, elle devait repartir à zéro. Tenant son téléphone, elle commença à rechercher des villes isolées, des endroits qu'elle pourrait se permettre avec un budget dérisoire. Elle trouva une petite ville côtière à l'autre bout du pays, connue pour ses locations abordables et ses plages calmes et pittoresques. Ce n'était pas la grande ville, mais cela promettait l'anonymat et un nouveau départ. Avec une résolution hésitante, elle vendit tout ce qu'elle put, vieux vêtements, gadgets, meubles. Le reste, elle le rangea. Elle résilia son bail, bloqua Jess sur toutes les plateformes et désactiva ses comptes de réseaux sociaux. Un matin frisquet, juste après le lever du soleil, elle monta dans un bus et disparut de son ancienne vie sans rien dire à personne. Le trajet en bus dura des heures, passant par des collines verdoyantes et des arrêts ruraux endormis. Chaque kilomètre qui la séparait de la ville semblait être une pierre enlevée de ses épaules. Elle serra son ventre protecteur, un vœu silencieux flottant dans l'air. « Nous allons nous en sortir », dit-elle à ses enfants à naître, se frottant le ventre alors que le bus cahotait. Quand elle arriva, les ombres du soir s'étiraient sur une route côtière tranquille. Elle descendit du bus dans la brise saline. Le propriétaire du petit cottage qu'elle avait loué l'attendait avec un trousseau de clés et un sourire compatissant. Le cottage était modeste. Une seule chambre, un petit salon et une kitchenette.
La peinture blanche écaillée et les planchers grinçants le rendaient loin d'être luxueux. Pourtant, la vue sur l'océan à travers les fenêtres déglinguées était à couper le souffle. Le fracas rythmique des vagues contre le rivage ressemblait à une berceuse pour son cœur brisé. Cette nuit-là, elle posa sa valise sur le lit grinçant, sortit les photos d'échographie et les épingla au mur. C'était sa façon de revendiquer cette nouvelle vie. Seule dans le cottage, elle inspira l'air salin, le laissant apaiser ses nerfs à vif. Ce ne serait pas facile, mais au moins ici, elle pouvait penser clairement. Elle pouvait se préparer, physiquement, mentalement et financièrement, à l'arrivée de ces 3 petits miracles. Dans le silence, elle crut presque les entendre, de minuscules battements de cœur faisant écho à sa détermination. Elle s'allongea, bercée par le rythme régulier des vagues, espérant que cette disparition de son ancienne vie serait le début de quelque chose de miraculeux. Des mois passèrent dans cette paisible ville côtière. Les premiers stades de sa grossesse furent un enchaînement confus de nausées matinales, de fatigue constante et d'un mélange tourbillonnant d'anxiété et d'espoir. Le personnel de la clinique locale s'attacha rapidement à elle. Elle était la nouvelle venue mystérieuse, visiblement enceinte mais discrète sur son passé. Au moment où elle entra dans son 3e trimestre, son ventre était énorme. Les étrangers la regardaient souvent avec admiration, et les mères locales à l'épicerie lui offraient des félicitations à voix basse. Elle accepta de petits travaux à domicile, rédaction en freelance, tâches d'assistante virtuelle, pour subvenir à ses besoins essentiels. Chaque dollar qu'elle gagnait allait au loyer, à l'épicerie et aux soins prénatals. Et puis vint le jour où tout changea. C'était une aube fraîche, le ciel teinté de rose au-dessus de l'océan, quand une douleur aiguë lui traversa l'abdomen. Alarmée, elle essaya de se calmer en faisant les 100 pas dans le cottage. Mais la douleur s'intensifia, arrivant par vagues. Elle se précipita à la clinique, le souffle court, le cœur battant la chamade. Des heures plus tard, au milieu des cris et du chaos, elle mit au monde 3 petites merveilles, Noah, Nia et Neva. Leurs vagissements emplirent la petite maternité. Épuisée et trempée de sueur, elle ressentit une immense vague d'amour en les berçant un par un. Chacun pesait à peine 2,5 kg. De minuscules poings s'agitaient en signe de protestation contre le monde froid dans lequel ils venaient d'entrer. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les nuits se confondaient avec les tétés toutes les 2 heures, les changements de couche à 3 heures du matin et les berceuses marmonnées à travers son épuisement. Elle vivait en pyjama, les cheveux attachés en un chignon perpétuellement désordonné, les yeux mi-clos par manque de sommeil. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait leurs visages endormis ou sentait leurs petits doigts s'enrouler autour des siens, son cœur s'envolait. Lors d'une nuit particulièrement difficile, les 3 bébés étaient inconsolables, pleurant tous en même temps. Elle arpentait le salon étroit, chaque lit jumeau transformé en berceau aligné. Elle essaya tout, les bercer, les nourrir, chanter doucement. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle se mit à sangloter. « Je suis désolée » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée que vous n'ayez pas de père. » Soudain, comme s'ils entendaient ses excuses, les pleurs de Noah se calmèrent en de légers hoquets. Nia et Neva suivirent bientôt, leurs petits cris diminuant en gémissements. C'était un moment d'ironie cosmique, comme s'il lui disait que tout allait bien, que l'amour suffisait. Elle embrassa leur front et les berça doucement, des larmes de tristesse et de soulagement coulant sur ses joues. Les nuits qui mettaient son endurance à l'épreuve, elle se et des been just a few months ago would never have believed she could stand up to Leah, let alone see her arrested. But here she was, not just surviving, but thriving. Her phone buzzed a text from Michael, her lawyer. Great news it read. With the felony charge, we have a strong case for both the criminal trial and your divorce proceeding. You're in a good position, Dina. She smiled, feeling a sense of vindication. The journey to healing was far from over, but for the first time in a long time, she felt hopeful about the future. Justice was being served, and she was taking back her life, one day at a time. As she drifted off to sleep that night, she felt at peace. Tomorrow would bring new challenge, but she was ready to face them. The scars on her skin were healing, and so was her spirit. Leah's action had been meant to break her, but instead, they had forged her into something strange. Justice was at her door, and she had welcomed it with open arms. The month following Leah's arrest were a whirlwind of legal proceeding, therapy session, and personal growth. Each day brought new challenge,
do also new opportunities for Dina to reclaim the power she lost during her years with Moses and his family. One crisp autumn morning, Dina found herself sitting across from Moses in a mediator's office. The divorce proceeding had reached their final stage, and they were there to iron out the last details. Moses looked worn out, the stress of the past few months etched in the dark circle under his eyes and the new lines on his face. Dina est buggant, his voice barely a whisper. Are you sure about this? We could still make things work. She looked at him. Really looked at him. For the first time in months, the man she had once loved, the man around whom she had built her life, now seemed small and pitiful. She felt a pang of sadness. Not for what she was losing, but for what she had endured for so long. No, Moses, she replied, her voice steady and calm. There's no going back, not after everything that has happened. The mediator, a keen-faced woman named Linda, guided them through the process. They discussed the division of assets, including the house that had been the catalyst for so much pain. Eventually, they agreed that it would be sold, and the profit split between them. As she signed the final papers, Dina felt a weight lift from her shoulder. This chapter of her life was closing, but a new one was just beginning. She walked out of the office feeling lighter than she had in years. The following weeks were a flurry of activity. Dina threw herself into building her new life with a fervor that surprised even herself. Her fledgling graphic design business was starting to take off, with a steady stream of clients keeping her busy. Each project was a chance to flex her creative muscle and prove to herself that she was capable of standing on her own 2 feet. One Saturday afternoon, as she was working on a logo design for a local bakery, her phone buzzed a text from Maggie. Turn on the news, it read. Channel 5. Curious, Dina switched on the television. Her had skipped a bit as fast followed the screen. The chiron at the bottom read, local socialite plead guilty to assault charge. She turned up the volume, listening intently as the encore detailed the plea deal Leah had accepted. Leah would serve jail time, followed by a lengthy period of probation. The encore went on to press the DA's office for their handling of the case, citing it a landmark victory in the fight against domestic violence. As the report ended, Dina leaned back, a mixture of emotion swirling within her. There was relief, certainly, that Leah was facing the consequence of her action. But there was also a strange sense of pity. Leah, for all her fault, was a product of a society that too often turned a blind eye to abuse within family. Her downfall was a stark reminder of the need for change. The next day, Dina received a call from Michael, her lawyer. Dina, he said, his voice warm with congratulation. He just heard about Leah's plea deal. This is a huge win for us. How are you feeling? Dina paused, considering the question. Honestly, I feel empowered. For so long, he felt like he had no control over my life. But now I'm calling the shot. Michael chuckled. That's what he liked to hear. Listen, there's something else we need to discuss. With Leah's conviction, we have a strong case for a civil suit. We could potentially recover damage for your medical expense, lost wage, pain and suffering. Dina listened a Michael lay out the details, carefully weighing her option. Part wanted to put it all behind her and focus on the future. But another part, the part that still woke up in a cold sweat some night, remembering the searing pain of the oil, wanted to see it through. Let's do it, she said finally. Not for the money, but to send a message. This kind of behavior cannot be tolerated. The civil trial proceedings were grueling. Dina had to relive the assault in excruciating detail, describing every moment to a room full of lawyers and jurors. But with each retelling, she felt the power of her own voice growing stronger. As the trial progressed, Dina was surprised to find herself in the spotlight once again. The local media picked up the story, framing it as a David and Goliath battle against domestic abuse. She received messages of support from all over the country, from other survivors who saw their own struggle reflected in her. One evening, as she was preparing for another day in court, Dina received an unexpected visitor.
It was Moses, looking more disheveled than ever. Dina said, his voice breaking. I'm sorry for everything. I should have protected you. I should have stood up to my mother. Can you ever forgive me? Dina looked at him, feeling a complex mix of emotion. There was anger, certainly, and pain. But there was also pity, and a strange sense of gratitude. Without realizing it, Moses had given her the push she needed to take back her life. I forgive you, Moses, she said softly. Not for you, but for me. I can't carry this anger anymore. But forgiven doesn't mean forgetting. We can't go back to the way things were. Moses nodded, tears streaming down his face as he turned to leave. Dina felt a chapter of her life truly close. The future stretched out before her, full of possibility. The civil trial concluded a few weeks later. The jury found in Dina's favor, awarding her a substantial sum in damage. As she left the courthouse for the final time, she felt a sense of closure she hadn't realized she was missing. That evening, Dina sat in her new apartment, surrounded by the life she had built for herself. Her walls were adorned with her own artwork, a tangible reminder of how far she'd come. On her desk sat a stack of business cards for her burgeoning graphic design company, each one a testament to her newfound independence. She opened her laptop, navigating to the website she'd been secretly working on for weeks. It was a resource for domestic abuse survivors, filled with information, support hotline, and stories of hope. Her story was there too, not a tale of victimhood, but a beacon of resilience. As she clicked publish, setting the site live, she felt a surge of emotion. This was her way of turning her pain into purpose, using her experience to help others who might be trapped in similar situations. The next morning, Dina woke early, eager to start her day. As she applied her makeup, carefully covering the fading scar on her face, she caught her reflection in the mirror. The woman looking back at her was strong, confident, and fearless. She had walked through hell and come out on the other side, not just surviving, but thriving. She took back 2 dead days in the kitchen when Leah had thrown the oil. Leah had meant to break her, to keep her under control. Instead, she had unwittingly set Dina free. The scar on her skin were a map of her journey, each one a reminder of the strength she'd found within herself. As she left her apartment, ready to face whatever challenge the day might bring, Dina felt a sense of peace wash over her. She had reclaimed her power, her voice, her life. The road hadn't been easy, and she knew there would be more obstacles ahead. But she was ready for them. She was no longer the woman who let others define her worth. She was Dina Collins, survivor, entrepreneur, advocate. The sun was rising over Boston as Dina walked to her office, casting a golden glow over the city. It felt like a new dawn, not just for the day, but for her life. She had faced her demon, stood up to her abuse, and come out stronger. As she unlocked the door to her office, she smiled to herself. This was just the beginning. She had claimed her power, and she was ready to use it to build the life she deserved, on her own terms. The future was bright, and for the first time in a long time, Dina couldn't wait to see what it held. Elle pourrait obtenir, étant donné qu'il l'avait laissée presque sans rien à l'origine. Mais lorsqu'on lui demanda si elle voulait une pension alimentaire, Naomi se redressa et dit fermement « Je refuse ». Un murmure parcourut la salle d'audience. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Pourquoi » murmura-t-il, étonné. Naomi soutint son regard. « Parce que je n'en ai pas besoin. Je possède plus que toi maintenant, dit-elle, sa voix assurée, ni jubilatoire ni amère. C'était simplement la vérité. Au cours des mois qui suivirent leur séparation, la marque de Naomi avait connu une croissance exponentielle, générant des bénéfices substantiels et attirant des investissements supplémentaires. Pendant ce temps, les affaires immobilières de Marcus avaient vacillé, le laissant endetté. C'était sa dernière réplique, discrète mais puissante, un témoignage de son indépendance. Le message était clair, elle ne serait plus jamais redevable à un homme qui ne valorisait pas sa valeur. Devant le palais de justice, une petite foule de journalistes et de badauds s'était rassemblée, probablement alertés par les tabloïds locaux désireux de suivre l'histoire de Naomi.
Les flashs crépitèrent lorsque Naomi émergea, flanquée de son avocat et, à la surprise de tous, d'André Mansa. Garée dans la rue, une voiture élégante attendait pour les emmener rapidement. En moins d'une heure, ils étaient à un aérodrome privé. Une petite assistante ouvrit le portail, révélant un jet privé marqué du logo discret de Mansa Venture. Naomi ressentit un tourbillon d'émotions, excitation, soulagement et un sentiment écrasant de libération. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule un instant, comme pour dire au revoir à son ancienne vie. Là, au loin, près de l'entrée de l'aérodrome, se tenait Marcus, regardant, stupéfait. Il les avait suivis, peut-être dans une dernière tentative de parler à Naomi, pour finalement la voir monter à bord d'un jet privé avec André à ses côtés. Les paparazzis prenaient des photos frénétiquement. L'image de Naomi, posée en haut des marches du jet, ses cheveux flottant au vent, devint une sensation virale. Elle symbolisait une femme qui, le jour même où son divorce devenait officiel, s'envolait vers un nouveau chapitre de sa vie, littéralement et métaphoriquement. Marcus ne pouvait que regarder, le cœur brisé et le regret gravé sur chaque ligne de son visage. Le jet privé s'éleva dans le ciel, emportant Naomi loin de la ville où elle avait connu sa plus grande joie et sa plus profonde trahison. Elle regarda par le hublot la ligne d'horizon qui s'éloignait, se souvenant de qui elle était autrefois. D'une certaine manière, elle avait l'impression d'avoir bouclé la boucle, redécouvrant les rêves qu'elle avait autrefois mis de côté, trouvant la force de se tenir debout seule. André lui donna un léger coup de coude. « Ça va » demanda-t-il doucement. Naomi hocha la tête, un petit sourire courbant ses lèvres. « Jamais mieux » admit-elle. Bien qu'elle et André n'aient pas défini leur relation au-delà des affaires, il y avait une proximité réconfortante entre eux. Que cela mène à une romance ou reste une amitié de soutien, Naomi se sentait reconnaissante de sa présence. Ils atterrirent quelques heures plus tard dans une autre ville, accueillis par un nouveau paysage. Les prochaines étapes de Naomi comprenaient des événements de réseautage, des collaborations potentielles de marque et une séance photo pour un magazine. La vie était un tourbillon, mais c'était son tourbillon, celui qu'elle contrôlait. Pendant ce temps, Marcus retourna dans un appartement avec des cartons à moitié déballés, emblème de son avenir chancelant. Il regarda la photo virale de Naomi montant dans ce jet. Le monde entier semblait fasciné par son éclat. Il réalisa trop tard que sa trahison avait alimenté ses yeux, et il avait laissé la meilleure chose de sa vie lui filer entre les doigts. Quelques mois plus tard, Naomi se retrouva sur une scène lors d'un événement de mode caritatif. Les lumières brillaient sur elle alors qu'elle se préparait à prononcer un court discours. La foule était pleine de personnalités influentes, de célébrités et d'admirateurs. Alors qu'elle les parcourait du regard, son cœur battait de gratitude et d'un sentiment d'admiration devant le chemin parcouru. Elle s'éclaircit la gorge, parlant dans le microphone. « Quand j'ai lancé cette marque, dit-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium, j'étais brisée. J'avais perdu mon mariage, mon identité et ma confiance en moi. Mais parfois, la douleur qui vous brise construit la meilleure version de vous-même. » Un silence s'abattit sur la foule, chaque personne suspendue à ces mots. Les appareils photo crépitaient, capturant chacune de ses expressions. Naomi expira doucement, laissant la vérité de son parcours emplir la pièce. Elle avait transformé le chagrin en innovation, la trahison en inspiration, et la perte en une détermination féroce à réussir. En quittant la scène sous des applaudissements retentissants, elle réalisa qu'elle avait enfin trouvé la clôture à laquelle elle aspirait. Elle avait dit sa vérité, non seulement pour sa propre guérison, mais pour quiconque avait déjà été sous-estimé, rabaissé ou éclipsé. Son histoire n'était plus simplement celle de la trahison d'un mari. C'était celle d'une femme reprenant son destin en main. En coulisses, André lui fit un signe de tête approbateur, et Malia la serra fort dans ses bras. Les appareils photo continuaient de crépiter, mais Naomi n'y prêta aucune attention. Son cœur débordait d'espoir et de certitude. C'était sa vie, son récit. Et elle était prête pour les chapitres illimités encore à venir. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire. Sociaux, Amira rayonnait d'une confiance inébranlable. Son parcours avait bouclé la boucle, passant d'une femme abandonnée dans une tempête à une puissance mondiale.
Les journalistes se bousculèrent pour obtenir une citation. Quelqu'un cria, « Amira, un conseil pour les femmes qui sentent qu'elles ne peuvent pas y arriver seules ?» Elle marqua une pause, scrutant la foule. Avec Noah perché sur sa hanche et Nia et Neva s'accrochant à l'ourlet de sa tenue de voyage chic, elle sourit. Les souvenirs affluèrent dans son esprit, le chagrin d'amour, les nuits à emballer des commandes dans un petit cottage, l'amour indéfectible qui l'avait alimenté. Puis, d'une voix claire qui traversa le tarmac, elle dit, « Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre propre résilience. Quand la vie vous met à terre, il y a toujours un moyen de se relever, plus fort, plus intelligent et plus déterminé. » Plus tard, alors que les journalistes résumaient son histoire, un titre se démarqua, un témoignage du chemin qu'elle avait tracé, il l'a laissé sans rien. Elle en a fait un empire. Et cela, en fin de compte, fut l'héritage d'Amira. Elle n'était pas simplement une histoire de transformation, ni seulement une femme qui avait éclipsé son ex. Elle était une force de la nature, une survivante qui avait dominé tous les obstacles et en était sortie triomphante. Ses enfants, son mari et son empire en étaient la preuve vivante. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout, mais la résurrection. Sous l'œil vigilant des caméras, elle monta dans la voiture qui l'attendait avec sa famille. La porte se referma, non pas comme la fin d'un chapitre, mais comme le début d'une grande nouvelle saga. Une saga où l'amour, l'ambition et la volonté de prospérer la guideraient toujours vers l'avant. Conclusion du narrateur, ***, je suis content. Que vous soyez arrivés, jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous aimerions beaucoup lire vos réactions. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.